Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Alors, je fais un petit update au niveau des marchés US. Alors, je sors la vidéo aujourd'hui, j'ai pas pu la sortir hier parce que j'ai eu un petit imprévu. Donc, on va faire la vidéo aujourd'hui ce matin. Donc, on va faire la petite revue hebdomadaire. Donc, je commence comme d'habitude au niveau du S&P 500. Donc, la semaine dernière, je disais que comment dire, les grosses baisses, les gros panic selling arrivent d'une zone de survente. Donc, c'est vrai que la majorité des zones de survente sont achetées. Cependant, ben, vraiment, les panic selling, ça n'arrive pas d'une zone de surachat, mais d'une zone de survente. Donc, à un moment donné, la zone de survente ne sera pas forcément rachetée. Donc, ce n'est pas arrivé cette fois-ci, donc ça ne se passe pas forcément toujours comme je veux. Donc, cependant, mon avis global n'a toujours pas changé, hein. Je suis toujours dans un avis de tendance baissière, hein. On a toujours des plus bas, toujours plus bas, et des plus hauts, toujours plus bas. Donc pour moi, on est toujours dans la tendance baissière. Il n'y a rien qui définit actuellement une reprise pour faire, par exemple, pour recouvrir la totalité ou faire un nouveau plus haut. Alors, aussi, par rapport au fait que la semaine dernière, je parlais de la zone ici de survente, que généralement les panic selling, comment dire, les grosses baisses, crash en quelque sorte, arrivent d'une zone de survente, c'est aussi parce que, comme je disais la semaine dernière, nous avons le VIX. Et le VIX, même si on ne fait pas forcément d'analyse technique sur le VIX, pardon, on peut constater quand même une zone de compression qui est de plus en plus importante ici. Donc, par exemple, si la zone de compression commençait à être vraiment cassée, par exemple, on commençait à casser cette zone du VIX, cette tendance, vous voyez, où on fait toujours des plus bas, toujours plus haut, et que là on commencerait un petit peu à revenir ici, effectivement ça voudrait dire qu'il y a des fortes probabilités à ce que l'anxiété, l'inquiétude sur les marchés dans leur manière globale soit dissipée. Cependant, c'est pas ce que le VIX me dit actuellement, donc moi j'écoute pour l'instant ce que dit le VIX, et là on est vraiment dans une zone de compression. Donc à un moment donné, elle va arriver à la fin, hein, cette zone de compression là, et soit on va la casser effectivement vers le haut, ou soit on va la casser vers le bas. Mais vu la zone, comment ça se passe, c'est vrai que j'ai une petite préférence vers le haut. Ça, c'est mon biais. Bien évidemment, on a toujours un biais généralement. Donc, voilà. Donc, ça, pour moi, ça appelle toujours à la vigilance. Alors, oui, moi, je ne traite pas activement. Donc, je ne vais pas acheter toutes les zones de survente, hein, comme beaucoup le font sur Twitter. Puisqu'à un moment donné, tu vas avoir la zone de survente que tu vas racheter dans une tendance baissière qui va te faire très très mal. Mais ça, les gens s'en rendront compte au moment où ça arrivera de toute manière. Donc voilà, donc pour l'instant, mon avis global n'a pas changé. La politique monétaire est toujours restrictive, la croissance est toujours, justement on va aller regarder ça. Donc au niveau de la croissance, au niveau du PMI, donc ça c'est vraiment un indicateur économique quand même assez important, un leader. Donc là, en fait, dans le passé, les seules fois où cet indicateur-là est passé donc dans le secteur, dans le territoire ici négatif, c'était bien évidemment, enfin dernièrement en 2020 et en 2008, comme on peut le voir ici écrit. Donc actuellement, vraiment la Fed, c'est même plus l'inflation qui est vraiment son gros problème, c'est plutôt les risques d'une récession. Alors oui, il y en a qui disent que le terme récession, c'est une des recherches les plus faites actuellement sur Google. Alors c'est vrai que le mode, comment dire, de recherche sur les récessions a popé sur les tendances Google, par exemple. Alors ça, je ne vais pas le chercher, mais c'est ce qui a été dit. Euh, alors oui, effectivement, cependant, le marché, il n'a pas pricé une récession, pas du tout, hein. Parce qu'une récession, ça demande des résultats financiers qui baissent, et pour l'instant, on n'a pas pricé des résultats financiers d'entreprise qui baissent. Donc, on a encore de la marge, et c'est certainement pour ça que les initiés ne rentrent toujours pas forcément intensément en position actuellement. Alors que dans le passé, c'est arrivé que le marché corrige de 20% comme fin 2018. Pourtant, on était en fin de... Aussi, c'était juste 2 ans avant la récession de 2020. Ils sont quand même rentrés, malgré qu'il y avait à cette époque-là une croissance qui était... une croissance économique qui était en ralentissement, avec des risques de récession assez importants aussi. Et ben là, en fait, quand même, ils sont quand même rentrés dans ces positions-là fin 2018, malgré tous ces risques-là. Mais là, on voit qu'ils ne sont toujours pas rentrés, malgré les risques qui sont toujours persistants. Donc pour moi, c'est beaucoup plus significatif que fin 2018. Et s'ils ne rentrent pas actuellement, c'est qu'ils ont certainement leurs raisons, des raisons
vraiment avec des personnes qui leur conseillent beaucoup plus avancées que nous. Et donc voilà. Donc moi je surveille ça. Je suis toujours assez vigilante actuellement sur les marchés pour ces raisons-là. Donc déjà, comme on le disait, pardon, il y a le PMI ici qui démontre, donc c'est au niveau de la production manufacturière, pardon. Donc là, on peut voir qu'on commence à avoir vraiment dans le territoire négatif, donc une décroissance en quelque sorte au niveau de l'économie. Donc le risque de récession augmente de plus en plus. Et là, justement, on peut le voir. Donc tout ce qui est les actifs risques et économie, les tendances des données économiques indiquent que les risques de récession ont augmenté vraiment sharply, donc vraiment profondément. Et là, on peut le voir. All Economic Indicators, donc là, on peut le voir que ça a augmenté quand même assez drastiquement. On peut voir que le S&P 500 et tout ce qui est les hauts grade spread, donc tout ce qui est le credit spread en quelque sorte, a aussi augmenté profondément. Donc tout ça, c'est pas encore pricé sur les marchés. Si vous voulez mon avis, on n'est pas, c'est pas à moins 20% actuellement depuis, je parle au niveau du S&P 500, que toutes ces données-là sont pricées. Vous voyez par exemple, pendant le Covid, on avait corrigé au moins 33% et on était à peu près dans les mêmes lignées. Et en plus de ça, les initiés rentraient en position aussi. Là, c'est pas le cas, donc pour moi, on n'a pas vraiment pricé tout ça. Donc là, les risques augmentent énormément et ça doit être vraiment l'inquiétude principale de la Fed. C'est pas forcément l'inquiétude actuellement, c'est pratiquement plus l'inflation, mais c'est plus ça, puisqu'ils sont toujours restrictifs, ils maintiennent leur politique monétaire assez restrictive dans ces conditions-là. Donc ça doit être la principale inquiétude pour moi au niveau de la Fed. Alors, voyez par exemple, c'est ce qu'on disait par rapport au credit spread, pardon. Je vais y arriver. Tout ce qui est le credit spread, là actuellement, on peut constater que, vous voyez, quand celui-ci augmente, quand il est toujours en tendance haussière, ça veut dire que aussi il y a des risques de récession qui sont importants. Donc oui, c'est arrivé en 2011, en 2016 et en 2018, mais dans ces périodes-là, dans le passé, les insiders, ils sont rentrés. Vous voyez, par exemple, ça c'était 2011, non, ça c'était 2008, pardon. Mais vous voyez ici la ligne bleue, c'était en 2011 avec les risques de récession qui augmentaient. Ils étaient rentrés. On peut le voir aussi donc en 2015 ici. Donc là, on ne le voit pas très bien, mais attendez, je vais juste le mettre comme ça. Hop. Donc vous voyez ici 2011. Ici 2015, on voyait que aussi les insiders avaient acheté pour 192 au niveau du ratio par rapport à 100. Donc 192 achats et 100 ventes, donc là on avait un ratio vraiment supérieur, et là on n'est toujours pas dans ce ratio supérieur là. Et en 2018 aussi on avait un ratio supérieur d'achat par rapport aux ventes qui était de 167 versus 66. Voilà. Donc le credit spread en dit long aussi sur la situation actuelle. Donc là, par exemple, au niveau du Covid, il est monté jusqu'à 350 parce que là, on a eu le panic selling, on a pricé vraiment la récession et tout, mais là, actuellement, on n'a toujours pas pricé la récession. On est en train de voir des risques de récession, mais on n'a pas pricé de récession actuellement. Si on vraiment devait pricer une récession, ça monterait largement plus haut et le S&P 500 aurait largement de la marge de descendre encore. Donc là, pour l'instant, c'est juste des risques, mais comparé à 2011, 2016 et 2018, on voit que malgré ces risques de récession actuellement qui sont importants, à ces dates-là, les initiés sont rentrés en position, mais cette fois-ci, ils ne sont pas rentrés en position. Donc ça, c'est pas très encourageant, si vous voulez mon avis. Ensuite, ça aussi, alors il y en a beaucoup qui disent que oui, le marché a bien corrigé. Alors c'est sûr que par exemple au niveau des techs, au niveau du Nasdaq par exemple, ça a très très bien corrigé, on ne peut pas dire le contraire. Cependant, ça peut corriger plus aussi. Si on revient par exemple à la bulle tech, vous voyez ici, alors on se dit que actuellement les compagnies sont cheap, donc sont pas chères. Certes, ça ne veut pas dire qu'elles sont pas chères, qu'elles seront pas encore moins chères plus tard. ça c'est oui, elles sont pas chères actuellement, mais ça ne veut pas dire qu'elles seront pas moins chères plus tard aussi encore. Parce qu'on peut le constater, effectivement, ça peut prendre du temps vraiment. Et puis là, c'était devenu cheap, mais elles sont devenues encore plus cheap. Cheap qui veut dire pas cher aux US. Vraiment encore beaucoup encore. Donc là, on peut voir que
c'est un peu comme en 2000, on est un peu, ou qu'en 2008, hein, comme on peut voir. On est dans les mêmes conditions, vous voyez. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. On est dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que 25% des journées, cette année, donc depuis le début de l'année, 25% des journées ont des variations de baisse de plus au moins de 2%. Donc au moins des variations de moins 2% intraday. Il y a 25% des journées qui ont ces genres de variations-là. Et là, on peut voir que, vous voyez, quand ça a commencé à baisser en 2008, ça a commencé aussi que 25% des journées avaient des variations de 2%, donc plus de volatilité, ce qui est tout à fait logique. Et comme en 2000, où ça a duré même 3 ans, et qu'on a eu plusieurs fois plus de 25%, hein, même jusqu'à 30% des journées dans l'année qui étaient avec des variations de moins 2%. Donc voilà. Donc ça ne veut pas dire que là, actuellement, ce qui est cheap, donc ce qui est pas cher, ne sera pas encore moins cher plus tard. Donc ça, il faut le prendre en compte. D'ailleurs, ça aussi, je voulais peut-être le montrer. Hop, voyons donc, on va aller chercher. Au niveau du sentiment négatif. Alors beaucoup disent que, par exemple, actuellement, les sentiments sont trop pessimistes. Donc moi, je suis contrarienne, comme ceux qui me suivent depuis un moment le savent. Généralement, je suis de nature assez contrarienne. Cependant, cette année, je ne suis pas forcément de nature très contrarienne, puisque la photo globale ne me le permet pas non plus. Mais sinon, de manière générale, je suis de nature très contrarienne. C'est vrai que quand on a des accélérations de croissance et que nous avons un sentiment pessimiste, ce sont des grandes opportunités, par exemple. Mais là, on peut voir, vous voyez, par exemple, au niveau des sondages de AAII, là, le sondage au niveau des BER est en tendance haussière. Vous voyez, depuis 2007, la tendance du pessimisme, pour ceux qui ne le savent pas, peut durer très longtemps. Comme on peut constater ici. 2007, 2008, 2009, ça a duré presque 2 ans, la tendance du pessimisme. Donc c'est pas parce qu'actuellement on est en tendance pessimiste depuis plusieurs mois que ça va qu'il faut acheter toutes ces variations pessimistes. Non, ça peut durer, le pessimisme peut durer longtemps et la chute peut durer longtemps aussi. Donc là, on peut voir que, pardon, excusez-moi, comme en 2008, on est en tendance haussière au niveau du sentiment pessimiste, puisque malheureusement, même si Jérôme Powell, pardon, dit que la consommation reste forte. Oui, ok, mais on peut voir que le sentiment des consommateurs est extrêmement pessimiste, donc c'est eux qui savent mieux comment ils s'en sortent tous les mois, je pense. Et aussi, on peut le constater, parce que moi je crois plus les chiffres qu'autre chose, c'est qu'on peut constater justement que oui, la consommation reste forte, mais elle reste sur carte de crédit. Alors oui, c'est bien beau d'acheter sur carte de crédit, mais la carte de crédit, elle a un prix. Hein, elle est à 20% généralement, les cartes de crédit. Donc là, on peut constater que oui, comment dire, la consommation reste forte, mais les niveaux de taux moyen au niveau des cartes de crédit est de 20%. Donc moi, c'est vrai que je trouve ça bien que la consommation soit forte, mais à quel prix? Parce que si on doit puiser les économies, puisque là actuellement tous les comptes épargne sont puisés, donc si on utilise maintenant la carte de crédit à 20%, il va falloir la rembourser aussi. Donc ça a un prix, une consommation forte. Et là, on peut même constater, même actuellement, que même ceux qui ont des revenus à plus de 125 000, actuellement commencent à trouver de la difficulté, ce qui n'arrivait pas jusqu'à date. Donc là, actuellement, ça a touché plus les classes, les plus petites classes salariales et puis les classes moyennes. Maintenant, les classes de plus de 125 000 font aussi partie de la game, c'est-à-dire qu'eux aussi rejoignent les autres. Donc ça veut dire que même ceux qui ont plus d'argent, maintenant, ont pas beaucoup par rapport à l'inflation ajustée, non plus par rapport aux revenus et l'inflation ajustée. Donc ça aussi, ça c'est des chiffres qui parlent. Alors oui, la consommation est forte, oui, ça va pas prendre 2 mois pour réagir, mais quand même, il faut constater que les taux d'intérêt sont quand même très élevés et que pour préserver une consommation forte, il va falloir consommer sur carte de crédit, puisque là, on voit que actuellement, les revenus sont de moins en moins vont dans le territoire négatif par rapport à l'inflation ajustée. Donc on sait que j'avais déjà montré que tout ce qui est l'épargne a été puisé. Maintenant, on rentre dans les cartes de crédit.
Donc voilà, donc tout ça, ce sont des éléments qui font en sorte à ce que je reste quand même toujours assez vigilante. Donc comme je disais, je vais revenir ici, il y a aussi donc, le crédit spread, il y a aussi les obligations corporatives à haut rendement, donc qui commencent à démontrer de plus en plus de volatilité. On voit des bougies qui est de plus en plus grosses. Donc là, on sent qu'on commence à toucher des éléments plus volatiles. Et aussi, ce que je voulais démontrer, c'est que dans le passé, ce qui est très intéressant, quand on prend le ratio Nasdaq versus S&P 500, généralement, le ratio fait un bottom 4 mois avant que le S&P 500 fasse, lui, son bottom. Donc, quand je parle de ça, c'est que, par exemple, vous voyez ici, en 2002, donc nous sommes en septembre 2002, le ratio avait fait un bottom en septembre 2002. Et par exemple, en 2008, il avait fait, on va dire, son bottom en octobre 2008, alors que le S&P 500, lui, a fait vraiment la fin de son bottom en mars 2003. Donc lui, il était allé retester les bottoms ici en mars 2003. Et pareil, ici, il avait terminé son bottom en avril, mars, pardon, excusez-moi, mars 2009. Donc beaucoup plus tard que le ratio Nasdaq S&P 500. Tout simplement parce que généralement, l'énergie, le secteur énergie est souvent le dernier secteur à tomber. Et donc, du coup, comme le Nasdaq ne détient pas forcément de titres vraiment, a pas une pondération vraiment importante de titres énergie, on voit que lui, il bottom plusieurs mois avant le S&P 500. Donc, ça aussi, c'est à surveiller. Au niveau de l'indicateur BREF, on va juste aller voir vite. Alors l'indicateur BREF, lui aussi, il démontre plus de volatilité comme on peut constater ici. Cependant, comme je disais, pour vraiment pricer une récession, il faudrait qu'on redescende vers cette zone ici. Donc c'est pour ça que je dis qu'une récession n'a pas été, encore vraiment pricée. Ça faudrait qu'on aille vers le 2-3%. Et généralement, quand on allait dans ces zones-là, comme on expliquait avec les risques de récession dans le passé, en 2011, en 2015 et en 2018, donc un peu comme le credit spread qu'on avait démontré. Bon là je ne l'ai plus, excusez-moi. Mais dans la même période, lorsque les risques des récessions augmentaient, alors attendez, je suis où? Là, lorsque les risques de récession augmentaient, on avait les insiders aussi qui achetaient. Mais là, ils n'achètent pas. Donc eux, ils avaient racheté en 2011, ils avaient racheté en 2015 ici, et ils avaient racheté en 2018, mais là, ils ne rachètent toujours pas. Donc pour moi, c'est pas forcément encore très très bon signe. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, et nous, on se retrouve la prochaine fois.